Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Cameroun mène courageusement la lutte contre la propagation du coronavirus. De nombreux cas positifs déclarés, y compris dans des zones reculées du pays. Et c'est dans ce contexte que les transporteurs urbains et interurbains décident de durcir le ton face au gouvernement, face à ce qu'ils qualifient de sourde oreille des pouvoirs publics devant leurs propositions et recommandations. Pour parler ce soir, nous avons convié la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun par son président régional qui est déjà là dans ce studio, Zachary Yanfam. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être invité sur ce plateau de télévision. Alors, les syndicats de transporteurs ont écrit au Premier ministre, chef du gouvernement, hier, une lettre avec un objet, préavis de grève. Est-ce que votre syndicat a signé ce préavis? Oui, nous avons signé, mon syndicat a signé, la Confédération générale où je suis le président régional a également signé. Et pourquoi vous l'avez signé? Nous avons signé parce que l'État, depuis le 25 mars, nous avons saisi le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, sur le problème du coronavirus, qui est la mort qui est déjà avec nous. L'État qui fait semblant de se soucier du problème des Camerounais, mais qui ne le fait pas à fond. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont parlé de réduire le nombre de passagers dans nos véhicules. Nous l'avons accepté, parce que c'est la mort. La mort ne patiente pas. Mais le mesure d'accompagnement, l'État ne l'a pas fait. Nous avons proposé de baisser le prix des carburants à la pompe à 400 francs le litre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à retrouver nos recettes. Nous n'arrivons plus à retrouver de quoi survivre. C'est un problème. Commençons par les signataires. Tous les syndicats du secteur des transports n'ont pas signé. La grande majorité ont signé. Et vous, quand vous dites grande majorité, c'est combien de personnes environ? Combien de syndicats environ? Il y a plus d'une vingtaine de syndicats que si vous voulez, je vous présente. Voici la copie avec la décharge. Voilà les syndicalistes et signataires. Voilà les syndicalistes signataires, ce n'est pas ce que nous venons dire. Le Premier ministre d'ailleurs a même déjà accusé réception. Vous allez voir sur la correspondance la décharge des différents membres du gouvernement qui ont accusé réception. Parce que nous avons fait ampliation de cette lettre à plusieurs membres du gouvernement. D'accord. Et vous dites que le gouvernement n'a pas suivi vos revendications. C'était dans une lettre que vous aviez préalablement envoyée au gouvernement la semaine dernière. C'était quoi vos recommandations? Nos revendications portent sur les kits sanitaires par voiture et aussi la baisse des prix des camions. C'est pas au gouvernement de vous donner les kits sanitaires, non? Non, ce n'est pas au gouvernement. Comment? Quand vous dites que ce n'est pas au gouvernement, c'est à qui? Vous êtes bien dans un secteur lucratif où vous gagnez votre vie. C'est d'abord pour protéger votre vie et celle des usagers. Est-ce que vous trouvez juste que ce soit le gouvernement qui vous donne des kits pour vous protéger? Vous avez raison, mais n'oubliez pas que ce secteur est cadré par le gouvernement. C'est le gouvernement qui organise le transport. Nous sommes les auxiliaires. Mais je puis vous dire sur ce plateau que depuis que cette pandémie existe et qui a attaqué notre pays d'ailleurs, nous sommes sur le terrain de jour comme de nuit pour sensibiliser nos membres. Vous allez voir, la majorité au jour d'aujourd'hui sont en train de respecter les prescriptions gouvernementales, qui est la limitation du nombre de places assises. Mais ce n'est pas tout le monde qui respecte. D'ailleurs, le gouvernement l'a bien dit dans ses restrictions, ne voyager que quand c'est utile. Mais on se rend compte qu'il y a une augmentation des prix du transport sur le terrain et que les restrictions sur le nombre de passagers, ce n'est pas toujours respecté. La preuve qu'on a vu des gouverneurs, des préfets et les contrôles de gendarmerie, aujourd'hui notamment dans la ville de Douala et pour ce que je viens de citer bien avant, pour mettre au pas les transporteurs quant à l'application de cette mesure. Bien évidemment, nous le faisons ensemble avec eux. Moi qui vous parlais aujourd'hui, j'étais sur le terrain à Bonabéry, à Douala 4e avec le commissaire divisionnaire Binôme Pierre pour essayer de sensibiliser plus en profondeur nos acteurs et réprimer aussi les délinquants parce que dans ce secteur d'activité, on ne peut pas dire que tout est rose. Il y a aussi des brebis galeux qui ne veulent pas respecter les prescriptions gouvernementales.
Et dans le cas d'espèce, lorsque le syndicat tend la main au gouvernement, qu'est-ce qui donne comme assurance au gouvernement de ce que ces mesures restrictives seront appliquées quand sur les 14 premiers jours, on se rend compte que vous ne respectez pas déjà ce que le gouvernement a prescrit? Dire que nous ne respectons pas, je ne pourrais pas vous accorder cela. Parce que sur le terrain, si vous effectuez la descente avec nous sur le terrain, sur 50 assis, vous allez voir que 45% sont en train de... 45 de ces assis sont en train de respecter. Ils portent 2 derrière, 1 devant. Et les bus de 70... Avec une augmentation des prix. Parce qu'ils font payer aux usagers le fait de pouvoir ne pas mettre un peu plus de passagers qu'habituellement. Parler d'augmentation de prix, je ne crois pas. Parce que tout à l'heure, là, je sors réserver un bus là pour Fumban. C'est le même prix que j'ai payé à l'agence. Alors que les bus ont l'habitude de charger 70 places, mais ils rentrent à 45 places. C'est le même tarif. Pareil pour les taximans. C'est vous dire, c'est un problème qui est très sérieux. Il est bien vrai, c'est un problème de mort. La mort est avec nous. Mais l'État fait semblant d'être vraiment sérieux sur ce point, mais en profondeur, l'État n'est pas sérieux. Le gouvernement n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, peu sont ceux membres du gouvernement qui ont effectué la descente sur le terrain. Je vais vous prendre un cas d'exemple. Voilà le délégué régional à la santé publique du littoral. Jusqu'aujourd'hui, dans la capitale économique où le transport sévit en grande majorité, qu'est-ce qu'il a fait? Nous effectuons le descente sur le terrain. Je salue par ailleurs le préfet du Vouré qui nous a reçus 2 fois dans ces réunions, qui a instruit les descentes et qui nous autorise de faire et qui nous accompagne avec ses sous-préfets. Aujourd'hui, on était avec le sous-préfet de Douala 5e sur le terrain avec nos camarades de moto pour les sensibiliser. Mais c'est toujours le gouvernement. Oui, vous voulez absolument que ce soit les ministres qui descendent sur le terrain. Nous voulons les moyens d'accompagnement. Quels sont ces moyens d'accompagnement? Les moyens d'accompagnement, c'est de réduire le prix de carburant à la pompe. De réduire un litre d'essence à 400 francs et de réduire le prix d'un litre de gasoil à 350 francs. Il est bien vrai, ils vont vous dire que le prix du carburant, c'est une décision internationale. C'est bien beau de dire cela, mais pourquoi ne pas réduire aussi d'autres choses? Les impôts se payent. Vous savez que ça ne dépend pas seulement du gouvernement, pourquoi vous mettez ça comme condition pour pouvoir continuer à circuler lundi prochain? Vous savez bien que la pandémie, elle aussi, elle est mondiale. Donc, ce n'est pas seulement le Cameroun qui est consommé. La pandémie est mondiale telle que vous le dites. Et le carburant, l'État a qualité de sursoir cela. Parce que je vais vous prendre l'exemple. Au Sénégal, l'État a subventionné beaucoup subventionné. En Côte d'Ivoire, vous allez voir pareil. Pourquoi pas au Cameroun? Jusqu'ici, rien n'est fait dans la subvention. La vie restait chère telle que vous connaissiez. Est-ce que vous ne pouvez pas considérer cet apport comme votre effort de guerre à vous pour contribuer à cette pandémie? Est-ce que vous êtes conscient de ce que le fait d'arrêter de travailler lundi prochain va peut-être généraliser la psychose qui déjà prend du pas parce que la maladie elle-même, elle fait déjà assez peur? Est-ce que vous n'avez pas peur d'en rajouter dans un contexte de crise déjà? Je puis vous rassurer sur ce plateau que nous le faisons même déjà depuis le lancement du Premier ministre qui a appelé à la conscience de tous les Camerounais sur haute instruction du chef de l'État. On s'est investi corps et âme sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Moi qui vous parle précisément, de jour comme de nuit, je suis sur le terrain. Je suis dans les terminaux de voyageurs, les agences de voyage, pour sensibiliser et conscientiser nos membres à la pandémie du coronavirus. Ce qu'il veut dire, ce que nous rencontrons sur le terrain, c'est le message de nos membres que nous transmettons au gouvernement. Parce qu'eux, ils sont déjà à bout. Ils n'arrivent plus à survivre. Est-ce que vous avez chiffré les pertes dans vos secteurs? Oui. Chiffrer les pertes sont tellement énormes qu'on ne peut pas chiffrer. De quel ordre? Non, c'est tellement énorme. Vous êtes sur le terrain, donc vous avez fait des constats, vos membres vous ont remonté. Dites-nous quelle agence a perdu quoi, c'est tellement énorme. Pourquoi je veux vous dire? Donnez-nous un chiffre. Beaucoup de voitures sont garées. D'accord. Parce que les revenus ne donnent plus. Est-ce que vous avez fait une proportion? Vous-même, vous êtes transporteur. Vous en avez garé combien? C'est la raison pour laquelle je vous dis que les pertes sont tellement énormes. Donc, si vous arrivez dans les agences de voyage, vous arrivez dans les terminaux de voyageurs, c'est incontable de voitures qui sont garées, les chauffeurs qui sont en chômage. Pourtant, il y en a il faut que j'évalue les pertes, c'est des milliards. C'est des milliards. Pour tout le secteur ou alors pour tout le secteur. C'est la raison pour laquelle je vous dis... Pour chacun des transporteurs. Non. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les pertes sont tellement énormes. Les pertes sont tellement énormes parce que les agences
n'arrivent plus à retrouver leurs recettes. Les tassements n'arrivent plus à retrouver leurs recettes. Les mototassements n'arrivent plus à retrouver leurs recettes. C'est une perte qui est tellement énorme que nous ne pouvons pas évaluer en un coup. Parce qu'il y a aussi une diminution du trafic, du fait que les gens restent chez eux, c'est ça? Il y a beaucoup, Du fait que les gens restent chez eux, du fait que nous ne portons plus les nombres vraiment prescrits même par le ministre des tutelles. Ça pose problème. Il est bien vrai, c'est un problème de vie. Nous devons préserver cette vie. Mais l'État maintenant doit accompagner le bas peuple. Alors, vous avez proposé la diminution du litre de carburant. Vous-même, vous y avez répondu en disant c'est très hypothétique parce que cela ne dépend pas toujours de l'État du Cameroun. Quelles sont les autres mesures que vous suggérez au gouvernement? Pour vous dire que ça ne dépend pas de l'État du Cameroun, je vous dis non. Ça ne dépend pas de l'État du Cameroun comment? Comment le Sénégal a subventionné les choses chez lui? Comment la Côte d'Ivoire a pu subventionner? Qu'est-ce que l'État a fait? Il faut que l'État prenne d'abord sur lui la responsabilité et conscientiser ses membres du gouvernement. Jusqu'ici, le coût de vie de ce membre du gouvernement restait toujours inchangé. Les bons de carburant qu'ils ont, les primes de voyage, les ceci et cela qu'ils ont. Pourquoi on ne peut pas aller dans toutes choses? De réduire déjà son train de vie pour pouvoir soutenir les activités. On ne peut pas réduire toutes ces choses sur les membres du gouvernement et mettre un fonds pour pouvoir aider le bas peuple sur cette pandémie qui nuit. C'est vrai que le président de la République a créé un fonds spécial ce soir pour lutter contre le Covid-19, 1 milliard de francs CFA. Peut-être ce n'est pas pour soutenir les entreprises, mais c'est directement lié à la maladie, à la lutte contre la maladie. Est-ce que vous soutiendrez ce type d'initiative pour vous? Non, vous savez, un vaut mieux que zéro. Nous disons déjà merci au chef de l'État pour cette initiative qu'il a prise. Mais vous savez, dans la vie, la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Et je puis vous dire que nous avons déjà à notre niveau donné le meilleur de nous-mêmes. Sensibiliser nos membres, conscientiser nos membres du fait qu'ils portaient déjà. Mais ce n'est pas de l'action, monsieur le président. C'est de l'action. C'est de l'action. La sensibilisation, c'est des paroles, ce n'est pas de l'action. Qu'est-ce que vous concédez en termes de perte, en vous disant, ça c'est notre contribution à cet effort de guerre parce que tout le monde est touché dans cette pandémie. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a les autres. Qu'est-ce que vous concédez? Nous procédons là beaucoup. Si vous descendez dans les terminaux de voyageurs, vous allez voir les kits sanitaires que nous avons déposés là-bas, là, pour ne pas dire dans tous les points de chargement. Mais c'est déjà pour votre propre protection et celle de vos consommateurs, de vos clients. Vous n'allez pas demander à l'État aussi de subventionner des kits pour vous? Les clients, c'est pour qui? Les clients, c'est pour nous et l'État. Exactement. Les clients, c'est les clients des transporteurs, des chauffeurs et les clients de l'État. Parce que l'État vit à travers ce client. C'est quand nous prélevons le coût des transports que nous nous acquittons de nos droits fiscaux. Est-ce que ça aussi vous demandez à l'État dit sur soi, le temps que la crise puisse être jugulée? C'est toutes ces charges fiscales. Je peux vous dire que c'est des choses qu'on ne devait même pas dire à l'État. L'État devait être conscient de cela. L'État devait dire que pendant cette période, tous les impôts, on arrête. Que ce soit la vignette du unique, que ce soit la vignette automobile, on devait surseoir cela. En attendant. Est-ce que vos syndicalistes ou vos syndiqués se sont plaints des tracasseries? Est-ce que quelqu'un a exigé quoi que ce soit depuis le début de cette crise à un transporteur? À cela, je vous renvoie la question, parce que hier, sur le journal de Canal 2, 19h50, vous-même en direct, j'ai vu comment vous avez interviewé nos acteurs, nos membres, qui se plaignent du fait que les syndicalistes ne sont pas en train de secouer le gouvernement, ils sont laissés à eux-mêmes et qui ne s'en sortent plus sur votre chaîne de télévision. Alors, il me souvient qu'en 2008, l'une des choses qui avait embrasé le pays, c'était un mouvement d'humeur lancé par le syndicat des transporteurs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu irresponsable dans un contexte comme celui-ci d'appeler à la grève générale quand tout va mal? Vous savez, dire que c'est irresponsable, je n'accepte pas. Parce qu'on peut vouloir sauver une vie et créer plus. Je veux vous prendre le petit exemple. Nous parlons de coronavirus. C'est ça qu'on voit plus. Mais on ne voit plus un problème de ventre qui peut tuer. Un problème de ventre peut tuer comment? Je prends l'exemple de 2008 que vous avez pris. Quand il y a arrêt de travail, moi qui vous parle, je souffre peut-être plus que vous. Parce que moi-même, je n'ai pas le droit de circuler. Je ne sors pas. On n'est pas fier de parler d'un arrêt de travail. Mais il est de notre devoir
selon le Code du travail du Cameroun, lorsque nous saisissons les membres du gouvernement, nous faisons recours à quelque chose et qu'il n'y a pas solution à cela, nous appelons à un arrêt de travail. Ce n'est pas le désordre, ce n'est pas les tracasseries, ce n'est pas aller faire la barbarie sur la voie publique, c'est juste un arrêt de travail pour prouver notre mécontentement à l'État, que nous ne sommes pas d'accord de la manière qu'ils sont en train de nous traiter. Alors, et cet arrêt de travail, est-ce qu'il est circonscrit dans le temps? Vous avez juste dit dans votre préavis qu'il commence le lundi 6 avril, mais est-ce qu'il a une date d'arrêt? Ça sera illimité si des solutions ne sont pas prises. Je veux plus vous dire que un préavis de grève n'est pas directement une grève. C'est pour vous dire que si d'ici lundi, rien n'est fait par le gouvernement, nous allons marquer un arrêt de travail. Combien de temps? C'est illimité. Nous avons précisé dans notre correspondance que c'est illimité jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Donc, en étant ouvert, en attendant que le gouvernement vous appelle à la table du dialogue? En attendant que l'État fasse quelque chose. Il n'est pas forcément nous appeler à la table du dialogue. Si, au sortir d'ici, vous arrivez dans une pompe, vous trouvez que le prix est à 400 francs, c'est ça que nous voulons. Vous trouvez que peut-être, parce que nous voulons aussi que l'État prouve à nos acteurs que c'est un métier qui sert beaucoup, qui aide beaucoup de l'État. Ici, là, sur ce plateau, on se retrouve ici parce que nous avons utilisé le mode de transport pour se retrouver ici. Les fonctionnaires vont dans leur service, dans leurs bureaux, parce qu'ils utilisent le mode de transport. Les commerçants, les infirmiers. Donc, le secteur des transports devait être un secteur où l'État devait prendre ce secteur tellement au sérieux. Vous voyez, aujourd'hui, nous appelons l'État à nous accompagner dans ce que nous sommes même déjà en train de faire, prouver à nos acteurs, nous prouver que non, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous accompagner ne serait-ce que sur les kits sanitaires, même par voiture, ça ne coûte pas grand-chose. Et ces kits sanitaires qu'ils vont donner ne peuvent même pas durer une semaine, puisque nos membres en achètent déjà, nous achetons déjà à nos membres. Mais cela pourra quand même nous faire croire que non, l'État est conscient que le secteur de transport est un secteur très sérieux dans un pays. Je ne sais pas s'il y a un autre secteur plus important que le secteur de transport. Je ne crois pas. Mais vous avez un syndicat, vous êtes organisé, vous avez des syndiqués, vous avez des cotisations. Est-ce que cela ne suffit pas? Est-ce que vous n'avez pas prévu un fonds de solidarité pour vous prendre en main dans des conditions comme celle-ci? Nous avons des fonds de solidarité, mais nous n'allons pas, nous pouvons seulement accompagner l'État dans ses missions régaliennes. Mais nous ne serions devenir l'État. Nous ne sommes pas l'État pour mener les actions de l'État, mais on leur accompagne. Déjà, du fait que nous sacrifions de notre temps, on descend sur la voie publique, on leur accompagne, ils nous accompagnent, on le fait ensemble, on sensibilise. Là où on arrive, il y a un problème de cache-nez, comme par exemple ce que vous voyez là, on offre. Mais ça ne veut dire pas que c'est nous qui gérons le transport. C'est l'État qui gère le transport. Et l'État vous retorque qu'il faut être aussi un peu plus organisé, un peu plus citoyen dans un contexte comme celui-ci. Est-ce que l'État n'a pas raison de vous dire qu'il faut différer le temps que l'on trouve la solution à la pandémie? Ce n'est pas comme si l'État a de l'argent et qu'il ne voudrait pas vous en donner. Vous savez que le pays est en crise, c'est ce que l'État vous retorquerait. On est dans une crise mondiale. Où est-ce que vous pensez que l'État peut trouver de l'argent pour supporter les coûts de l'essence, par exemple? Vous savez que l'essence est subventionnée par l'État du Cameroun. L'État est une machine de fabrication d'argent. L'État ne peut pas tirer les liens. L'État est une machine de fabrication d'argent. Vous ne pouvez pas me dire que le port autonome, si rien que ce que le port autonome s'y produit en un jour, rien que la production du port autonome en une semaine peut subventionner le problème de coronavirus au Cameroun. Sans parler des impôts, sans parler de quoi que ce soit. Sans parler, je peux vous dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le péage, jusqu'à aujourd'hui, fonctionne. Les routiers, jusqu'à aujourd'hui, sont en route. Ça veut dire que vous continuez à payer. Le secteur de transport reste tel que l'État connaît, avec ses multiples dépenses. Mais nous sommes conscients du fait que la mort est là. La mort est avec nous. C'est le devoir de tout chacun de combattre cela, d'éviter, de lutter que la mort ne nous emporte pas. Mais nous avons fait à notre niveau. Il faudrait que l'État comprenne que jusqu'ici, nous avons déjà beaucoup fait. Mais quand vous dites que l'État doit attendre, l'État est en train de réfléchir, on ne réfléchit pas sur la mort.
Quand la mort arrive... C'est une pandémie qui nous est tombée aussi dessus, hein, sur tout mais le monde. on ne dit pas non. Il y a des fonds de réserve que l'État ne doit pas attendre que peut-être un mois. Pendant que nous attendons là, les gens meurent. Pourquoi la France a fait ça? Pourquoi le Sénégal a fait ça? Pourquoi le Cameroun ne peut pas aussi être un exemple? Parce que la répercussion de l'arrêt du transport serait la flambée des prix et des populations qui n'auront plus accès à de la nourriture alors qu'elles sont dans des conditions extrêmement difficiles. Est-ce que vous avez pris cela en compte? Cette population, même au jour d'aujourd'hui, est même tellement fière qu'il y ait un arrêt de travail dans ce secteur. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent même plus que nous. Eux-mêmes le disent. Quand ils viennent emprunter même le véhicule aujourd'hui, ils pleurent. Les marchés ne sont plus fréquentés. Les commerçants, ceux qui se déplaçaient d'une ville à une autre, ne le font plus. Ceux qui partaient d'une région à une autre, peu sont ceux-là. Ça veut dire que le coût de vie. Je vais vous prendre l'exemple. J'ai un voisin qui travaille dans un cabaret de la ville. Au jour d'aujourd'hui, je suis obligé d'acheter les beignets de mes enfants et acheter les beignets de ses enfants. Parce qu'on a fermé ces activités. C'est bien vrai, parce qu'il faut sauver des vies. Mais qu'est-ce que l'État a prévu? L'État devait dire, bon, j'ai réduit le coût de vie. Le morceau de savon sera réduit à 200 francs. 1 kilo de riz sera réduit. Parce que vous voyez seulement coronavirus. Mais on peut vouloir éviter coronavirus et créer d'autres choses qui tuent même plus que coronavirus. Celui qui reste à la maison, qui fait 2 jours sans travailler, sans manger, va mourir. Il va mourir. Il faut tenir compte de tout cela, tous ces paramètres. Comprenons qu'on peut vouloir éviter coronavirus, mais on meurt aussi d'un autre problème. C'est de ça qu'il est question, madame. Est-ce que vous avez donc, vous nous avez dit en début ici que vous avez saisi un certain nombre de ministères. Quels sont les ministères que vous avez saisis? Depuis quand est-ce que vous avez commencé votre démarche de revendication? Vous savez, le syndicaliste, c'est celui qui parle toujours avec preuve. Dans notre correspondant, vous allez voir les ampliations. Et ici, même, vous voyez même les décharges. Pour dire qu'ils ont même déjà reçu. Vous allez voir les décharges et les ampliations partout. Ils ont accusé réception. Vous avez commencé par le ministère du Travail et la Sécurité sociale? Nous avons commencé par le chef du gouvernement. La lettre même, elle est adressée même au chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Et maintenant, tous ces membres du gouvernement, vous allez voir là, le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général au Premier ministère, vous allez voir le ministère des Transports, MINAT, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, MINCommerce, le CDG. Tous ces ministères sont cités. Ils ont eu la copie. Ils ont eu copie de nos revendications. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que dans votre correspondance, vous dites que vous n'avez pas reçu de réponse du gouvernement, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement est sur un autre front qui semble plus compliqué, plus complexe, plus difficile à cerner parce que c'est un virus auquel personne n'a encore de réponse et que c'est peut-être pour cette raison qu'il faut différer ce type de revendication que vous posez aujourd'hui? Quand vous dites que l'État est peut-être penché, lequel? Il est penché où? Dites-moi. Le ministre de la Santé, on a vu le ministre de la Communication, le ministre du Commerce sur le terrain, le chef du gouvernement, même le Premier ministre faire des sorties. C'est une pandémie qui fait peur à tout le monde. Je peux vous dire sur ce plateau de télévision que ce membre du gouvernement puisse accompagner le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à gouverner bien ce pays. Parce que ceux-là ne se soucient pas du bas peuple camerounais. Jusqu'ici, aucun ministre n'est monté sur le plateau, dit que j'ai réduit mes dépenses. Il fallait qu'il le dise. Et je puisse vous dire, voici la capitale économique, que le poumon du Cameroun. Voilà le délégué régional à la santé qui est resté coffré dans son bureau. Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il fallait qu'il descende sur le terrain avec nous, sensibiliser les gens, parler de l'important parce qu'en ce qui concerne la maladie, nous ne sommes pas les professionnels pour expliquer l'urgence et la maladie. Nous pouvons passer le message qu'il y a un truc, mais c'est le technicien de la chose qui puisse expliquer. Est-ce qu'on doit le solliciter? Pourquoi pas? C'est lui. Je veux vous dire, quand nous écrivons déjà aux membres du gouvernement auxquels ils font ampliation, ils devaient déjà comprendre. C'est une pandémie mondiale que l'État lui-même devait se mettre devant et que nous l'accompagnions dans ses missions. J'ai vu sur votre chaîne, sur votre chaîne, sur le journal 19h30, le délégué régional des transports qui fait son one-man show, il reste dans son bureau, il récite ce qu'ils ont déjà fait. Est-ce qu'il est question de rester aujourd'hui dans le bureau? Mais vous n'avez pas il est question de descendre sur le terrain. Il est aujourd'hui question de descendre sur le terrain, conscientiser le bas peuple de ce qui nous attend. Le bureau aujourd'hui n'est plus important. Le bureau, il ne suffit plus de rester au bureau. Le délégué régional des transports, depuis qu'il est dans son bureau, là, depuis qu'on dit, nous sommes sur le terrain,
Nous sommes sur le terrain avec les sous-préfets. Nous sommes sur le terrain avec les commissaires divisionnaires. Mais ils font quoi dans le bureau? C'est l'administration, monsieur le président régional. Non, chacun a son département bien précis. Donc vous aurez voulu voir le délégué régional. Je dis, en ce qui concerne la maladie, le délégué régional de la santé du littoral devait être au four et au moulin sur le terrain. Le délégué régional des transports, le délégué régional du travail et de la sécurité sociale, c'est les 3 personnes tellement impliqués dans ce problème. Mais ils sont où? Ils sont transparents sur le terrain. Mais avec qui allez-vous donc parler aux populations? Vous avez été formé comment pour aller parler à ces populations? Non. Vous savez que dans le syndicat, hormis même de pandémie de coronavirus, nous avons ce qu'on fait. On tient toujours des réunions pour conscientiser et sensibiliser nos membres dans nos bureaux, dans les terminaux des voyageurs. Donc, lorsque cette pandémie arrive, c'est mieux que peut-être une continuité parce que nous sensibilisons nos membres. Et je veux plus vous dire aussi ici, parce que vous allez dire que vous trouvez peut-être d'autres personnes qui font ceci. Dans le syndicat, nous avons 2 qualités de membres. Il faut qu'on vous explique. Et nous avons les membres statutaires et les membres naturels. Le membre statutaire est celui qui est adhéré à un syndicat. Le membre naturel est celui qui exerce la fonction, mais qui bénéficie des avantages et des interventions du syndicat. On ne peut pas s'en passer de ceux-là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la ville de Douala, où je salue le docteur Frin Tonnerre qui est parti. J'aimerais que le super-maire, s'il nous voit, il essaie de faire comme lui. Parce qu'il avait accordé une collaboration entre la Confédération générale des syndicats de transport du Cameroun et la communauté urbaine pour faire les descentes dans les points de chargement, lutter contre le désordre urbain, l'incivisme fiscal, l'hygiène et la salubrité dans ce lieu que nous avons fait. Bon, aujourd'hui, je puis aussi vous dire, si nous sommes même restés depuis calme, il est bien vrai que c'est un problème national maintenant, dans la région du littoral, nous vivons les abus tous les jours. Et nous sommes restés depuis calme parce que Dieu a voulu que le chef de l'État envoie à la région du littoral un patron de la police au nom de M. Raymond Essego, que depuis son arrivée dans la région du littoral, a mis sur pied une collaboration franche avec les acteurs de transport. Ce qui fait en sorte que souvent, nous en valons même certains problèmes. Vu la collaboration qu'il partage avec nous. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a d'autres autorités qui ne partagent pas cette collaboration. Nous avons passé 2 ans à vivre dans le département du Vouri, sans dialogue avec le préfet, sans tenir des réunions. Mais merci au chef de l'État, son excellent Paul Biya, qui nous a envoyé un préfet. À peine arrivé, nous sommes déjà à plus de 3-4 réunions. Si nous acceptons même aujourd'hui faire les descentes sur le terrain, c'est parce que ce préfet venait de tenir plus de 3 ou 4 réunions avec nous pour nous dire vraiment, chers frères, c'est un problème de vie. La vie n'a pas de prix. Prenons ce problème au sérieux, conscientisons nos frères, nos parents, nos camarades, nos membres. Voilà. Mais malgré tout cela, vous appelez quand même à la grève générale. Nous appelons qu'il faut les mesures d'accompagnement. On va beau parler, sans mesures d'accompagnement, il y aura d'autres morts qui pourront survenir. Pas plus, et non plus passant par le coronavirus, mais passant par un problème de ventre. Ici, là, nous parlons parce qu'on a mangé, parce qu'on a de l'énergie. Si je n'avais pas l'énergie, je ne serais pas sur ce plateau. Mais si demain, je n'ai plus de quoi survivre, je vais mourir. C'est le seul problème. Question de voir. Il faut que l'État essaie de voir les prix du carburant, les prix même des matières premières, des choses très simples, le panier du ménager, qu'on essaie de voir cela à la baisse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si l'État avait peut-être baissé les prix du ménager, on pouvait voir le ministre de Commerce. La ménagère, c'est quoi concrètement? C'est les denrées de première nécessité, c'est du savon, c'est du poisson, c'est quoi que vous voulez voir? On parle du panier, vous connaissez ça mieux que moi, vous êtes une dame. Il y a du poisson, il y a du riz, il y a tout que vous connaissez, je ne peux pas le citer mieux que vous. Vous le maîtrisez mieux que nous. Et ce fonctionnaire-là, au jour d'aujourd'hui, ils ont des problèmes. Je vais vous prendre les cas. L'exemple. Je ne vois pas le rapport entre les problèmes des fonctionnaires, les ménagères et celui du secteur de transport. Non, ces fonctionnaires-là, c'est nous qui les transportons pour leur bureau. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, ils pleurent. Parce qu'on pouvait bien réduire le nombre de places, parce que c'est un problème de vie.
Là, nous l'acceptons et nous sensibilisons nos membres. Aujourd'hui, j'étais sur le terrain, vous ai dit, avec le commissaire divisionnaire Bilon-Pierre à Bonabéry, pour sensibiliser et réprimer aussi les délinquants, parce qu'il y a les délinquants. Lorsque vous venez pour une première fois, on vous dit, bon, vous venez là en surcharge, nous sommes là pour vous sensibiliser sur les prescriptions gouvernementales, mais sachez que si vous revenez encore prochainement, vous ferez l'objet d'une sanction. Et quand vous revenez prochainement, on conduit votre véhicule ou votre voiture en fourrière. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, madame, je pense que ce que je dis, vous maîtrisez ça mieux que moi. Alors, vous avez... Jusqu'ici, qu'est-ce que l'État a mis sur pied pour aider le bas peuple? Ce n'est que sortir à la télévision, dire que nous sommes à 142, nous sommes à 2, ceci, laver les mains du savon, faites ceci et cela, restez à la maison, ne sortez plus. Mais lorsque vous partez à la boutique, le riz à 500 francs le kilo, le morceau de savon est ceci et cela. Est-ce que nous allons vivre comment? Aidez-nous sur ce problème. Aidez-nous sur ce problème, madame. Pas nous, c'est pas moi, parce que vous parlez au gouvernement qui vous regarde sûrement. Vous savez que les journalistes, parfois, sont plus écoutés. On sait bien que c'est pour ça que vous êtes là sur ce plateau pour bien présenter vos doléances. Et vous avez dit dans votre courrier adressé au Premier ministre que vous avez noté des abus et tracasseries diverses dans l'application des mesures restrictives, notamment venant des forces de maintien de l'ordre, et vous continuez à croire en la vertu du dialogue social. Justement, le dialogue social, il a une connotation, il a un cadre. Merci. Pour vous parler du dialogue social, pour vous dire que nous restons toujours ouverts et que nous soutenons le gouvernement, on aurait dû, dans notre correspondance adressée le 30 mars au Premier ministre, que dès demain, le 1er avril, qui est aujourd'hui, on devait lancer un arrêt de travail. Mais nous avons laissé du temps au chef du gouvernement de pouvoir réfléchir, d'analyser et trouver des solutions aux problèmes posés. Mais le gouvernement ne vous a pas encore répondu que vous lui dites « nous allons en grève ». Est-ce que vous lui avez donné du temps? Si oui, combien de temps? Et qu'au bout de ce temps... C'est un problème de vie. Et lorsqu'on parle d'un problème de vie, il n'y a pas question de temps. Ce n'est pas seulement de votre côté. Quand on parle d'un problème de vie, est-ce qu'il y a du temps? Il faut les actions immédiates. Mais lorsque vous demandez la baisse du prix du carburant, par exemple... Et les kits sanitaires, c'est une décision. Et les kits sanitaires. Restons sur le coût du carburant. Vous-même, vous avez reconnu tout à l'heure que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Il va bien falloir... Je n'ai pas dit que ce n'est pas une décision qui ne se prend pas à la légère. L'État est le patron de toute décision. L'État est le patron de toute décision. Il n'y a pas une décision. Si l'État n'est pas à mesure de prendre une décision, qui prendra à sa place? Mais l'État doit avoir des éléments qui lui donnent la possibilité de prendre une décision sans que cela n'impacte ou que ne crée un autre problème que celui-là. Donc, est-ce que vous ne laissez pas le temps au gouvernement de pouvoir examiner et réévaluer tout cela avant de se prononcer là-dessus? Laissez le temps pour que les gens meurent. C'est quand les gens vont commencer à mourir que l'État va prendre ça au sérieux. C'est quand les gens vont commencer à mourir. Parce que lorsque la famine va prendre, il y aura les bandits qui vont chercher à braquer les autres pour prendre leurs biens. C'est la mort. Quand quelqu'un va rester à la maison, le palu va le prendre, il n'aura pas d'argent pour aller s'acheter peut-être un comprimé, il va mourir. C'est là que l'État va prendre ça au sérieux. Mais lorsqu'il faut prévenir, vous trouvez que l'État, on doit laisser le temps à l'État du dormir, faire comme il veut, jusqu'au moment où il prendra conscience. Pendant ce temps, les camionneurs seront en train de mourir, c'est monté, c'est descendu. Et je peux vous dire, il est bien vrai, cette pandémie tue, on ne souhaite pas la mort. On ne souhaite pas la mort, ça fait mal parce que les gens meurent. Mais c'est une punition divine venant de Dieu. Lorsque vous désobéissez trop aux prescriptions de Dieu, Dieu vous punit. Cette maladie est une maladie qui punit les Blancs parce que l'homosexualité qui valide chez eux qu'un pasteur
où un prêtre va à l'église légaliser. Il n'y a pas que les Blancs qui meurent, hein, vous savez. Il y a nous des morts ne mourrons pas comme eux. Oui, mais vous allez toujours voir que toute personne qui meurt... Vous n'allez pas être de ceux qui pensent que le coronavirus n'attaque pas les Africains. Vous n'allez pas dire ça. Ça nous attaque. Mais voilà, donc... Ça nous attaque. Nous en restons là parce que les méthodes... Quand vous allez sur le terrain de la sensibilisation, vous ne nuancez pas en disant aux Camerounais que vous rencontrez, attention, c'est le Dieu qui punit les Blancs. Non, pas du tout. Si il est déjà avéré, et c'est le cas, qu'il y a des morts qui sont, y compris dans notre voisinage, ça veut dire que tout le monde est susceptible de l'attraper. Et dans le cas d'espèce, pourquoi vous nuancez donc alors que vous êtes... Je n'ai pas dit... Vous êtes en train de faire la sensibilisation sur les dangers de ce coronavirus. C'est normal que nous sommes en train de faire la sensibilisation. Mais regardons aussi où la vérité vient. Dans ce cas, ne demandez pas la baisse du coût de transport. Non, on doit demander, attention. Parce que cela ne vous concerne pas. Attention, c'est toujours ces membres du gouvernement, ces enfants de Boza qui vont porter cette maladie et qui viennent nous donner ici. Ils passent tous leurs vacances là-bas, leurs enfants fréquentent là-bas, toutes leurs familles finissent là-bas. Est-ce que ce n'est pas stigmatisant ce que vous dites? Est-ce que vous ne vous en prenez pas aux gens dont vous n'avez pas vérifié l'état de santé ou alors de ce que ce sont des porteurs qui viennent dans ce pays? Vous partagez avec moi que ce virus-là vient toujours de ceux qui viennent d'ailleurs. La majorité des cas que nous avons dépistés au Cameroun, c'est toujours les gens d'ailleurs qui viennent. Les premiers cas sont arrivés par des gens qui sont arrivés. Donc, acceptez cela. Que c'est ceux-là qui pensent que le paradis, c'est dehors, il faut aller vivre là-bas, laisser les salopards mourir ici. Parce que moi qui vous parle, je suis un pauvre. Je veux trouver l'argent de billet d'avion pour aller vivre à Paris. C'est ce genre-là, avec les moyens que l'État met à leur disposition, qui puisent dans nos caisses, qui continuent à aller vivre là-bas, qui trouvent que c'est la meilleure vie. Aujourd'hui, ils trouvent que le paradis, c'est en Afrique. Il faut qu'ils viennent faire refuge en Afrique. Vous voyez, ils sont stockés là dans les hôtels. Ils menacent de sortir pour nous donner ces mêmes virus. Mais heureusement que l'État, à ce niveau-là, a pris les prescriptions vraiment très sérieuses que ceux qui viennent d'ailleurs doivent être recasés dans un endroit isolé, de peur qu'ils puissent vraiment contaminer les citoyens. Est-ce que votre syndicat sensibilise aussi dans les autres régions du Cameroun? Ou c'est seulement il faut que je précise bien je suis le président national adjoint du syndicat national des travailleurs professionnels du Cameroun abrégé Centracam. Nous avons une compétence nationale. Là où je vous parle là, mes régionaux sont tous, parce que nous avons notre forum. Tous les acteurs sont informés. Et en plus de cela, je suis le président d'une confédération générale des syndicats de transport pour le littoral. Donc je vous parle là, tous les syndicalistes sont maintenant devant leur petit écran de télévision pour écouter et entendre ce que je dis. Parce qu'avant de venir ici, là, nous avons partagé ce que je dis là avec eux. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'ensemble des acteurs de transport. Alors, vous avez parlé aussi des travailleurs. Parlons-en justement, ces travailleurs qui sont aujourd'hui, pour certains, amenés à rester à la maison pendant que la maladie, enfin, pour échapper à la maladie et pour ne pas la propager. Est-ce que vous les formez, vous les entretenez à se mettre à niveau, même étant à la maison, pour ne pas perdre les réflexes une fois la pandémie passée? Comment vous entretenez vos membres qui ne sont pas en activité? Vous savez, ce membre-là nous a fait comprendre que un ventre affamé à point d'oreille. Celui qui a faim, tu vas beau le sensibiliser, il va entendre, mais à un certain moment, il va te dire fiche-moi la paix. Parce que celui qui a faim là, tu viens aujourd'hui et tu lui nourris l'espoir. Demain, tu viens après. Demain, tu t'amuses à arriver chez lui. Ça veut dire que vous vivez au jour le jour, c'est ça? Ce n'est pas que nous vivons le jour au jour. Les Camerounais vivent le jour au jour. Nous avons combien que nous allons épargner, que s'il y a un problème, on va aller puiser là-bas. Où est d'abord cet argent? Le coût de vie est tellement élevé par rapport à nos revenus. Mais pourquoi ne l'avoir pas dénoncé avant? Pourquoi le dénoncer seulement maintenant dans un contexte de crise? C'est tout à fait normal que nous dénonçons aujourd'hui parce qu'avec cette pandémie qui touche le monde entier, vous êtes sans oublier que c'est un problème mondial. Et lorsque c'est un problème mondial, l'État du Cameroun a pris conscience de toucher notre secteur d'activité en demandant à tous les acteurs de transport de limiter certain nombre de places assises, qui est tout à fait normal que nous l'accompagnions dans ce démarche. Mais maintenant, ils ne voient pas que
Les mêmes papiers fiscaux qu'on payait hier, nous les payons aujourd'hui. Le même péage qu'on payait hier, on le paye aujourd'hui. Les mêmes routiers qu'on les paye, on les paye aujourd'hui. Le même prix de carburant restait intact. Finalement, ils sont en train d'éviter un problème, mais ils sont en train de créer d'autres. Vous aurez voulu être invité par le gouvernement, par exemple, pour partager avec lui vos réalités avant la mise en place des mesures restrictives Non, pas forcément. Il y a des mesures gouvernementales qui n'ont pas besoin de nous, mais il y a des mesures où, avant de prendre, ils doivent se concerter. Par exemple, celle de la restriction du nombre de passagers. Vous savez, je veux vous dire, le ministre des Transports a manifesté que vraiment dans son département ministériel, c'est un département à risque, c'est un département à problème. Où, si on s'amuse dans le secteur du transport, tout le Cameroun sera infecté. Il a pris les prescriptions, demandant que nous limitons un certain nombre de places assises, qui est tout à fait normal. Mais il a oublié un problème, qui est les mesures d'accompagnement que je m'appuie toujours là. C'est là le problème. Concrètement, la baisse des prix de carburant à la pompe, les kits sanitaires par voiture. Le reste, nous allons le faire. C'est-à-dire le reste qui est le manque à gagner sur le nombre quand je parle de kits sanitaires, quand je parle de kits sanitaires, vous partagez avec moi qu'un kit sanitaire donné par le gouvernement ne peut pas durer une semaine dans la voiture. Mais si vous entrez maintenant dans la voiture, si vous entrez maintenant dans les taxis et beaucoup de voitures, vous allez voir qu'avant d'entrer dans une voiture, on vous fait laver les mains, on vous donne du savon, mais l'eau là même, l'eau là aujourd'hui qui est devenue le plus grand remède, c'est cette eau-là qu'on ne devait plus payer. Mais les quittances d'eau viennent toujours. Vous ne voyez pas que c'est tous les problèmes? Pourquoi ne pas dire que l'eau qui est maintenant et le savon, le plus grand remède pour soigner les Camerounais, et la SINEC maintenant ne paye plus? Réduisez les coûts de vie, les membres du gouvernement, je vous en supplie. Demandez que la SONEL arrête les factures par rapport à cette pandémie. Demandez à la SINEC, demandez la baisse des prix de carburant, donnez-nous les kits sanitaires. C'est tout. C'est ça le problème, il n'y a pas deux choses. Est-ce que vous serez prêt à baisser les prix de transport si le gouvernement vous suit dans vos demandes? Je vous assure que si l'État dit aujourd'hui que le prix de carburant, vous ne payez plus le carburant, nous allons mettre le prix de transport dans le taxi à 100 francs. Comment cela? Oui, si aujourd'hui on dit que le carburant est gratuit, les impôts là, vous ne payez plus en attendant que la pandémie passe. On va mettre le prix de taxi à 100 francs, on va même porter 2 personnes par voiture. Et est-ce que cela vous fera rentrer dans vos coûts à vous, entreprise, payer vos charges, votre... Non, vous savez, avec la crise actuelle, si quelqu'un dit qu'il pourra encore tenir tous ses bouts, c'est qu'il vous ment. Avec la crise actuelle, chacun est appelé à partager, à supporter. Mais on est appelé à supporter à un certain niveau. On ne peut pas supporter pour mourir. C'est très dangereux. C'est ça que nous voulons dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on annule le carburant, nous mettons le transport à 100 francs. On annule la vignette automobile, on annule la vignette unique, on annule tous ces documents qu'on paie. Que, bon, par rapport à la pandémie actuelle, voilà ce que l'État a décidé que vous n'allez plus payer. Ça va vous réduire le coût de vie. Le coût de transport qui vous coûte pour que vous vous retrouvez dans vos services, vous allez voir que ça va réduire et cet argent pourra vous servir à d'autres choses. Alors, que répondez-vous à d'autres syndicats du secteur du transport qui ne sont pas d'accord avec ce mot d'ordre de grève et qui ne sont pas prêts à vous suivre dans cette démarche de grève? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le syndicat est devenu comme les partis politiques. Les partis politiques et des deux encore dans notre secteur d'activité, comme d'autres secteurs par ailleurs, on trouve partout. Il y en a des aventuriers qui se retrouvent dans notre profession. Parce qu'un syndicaliste professionnel comme moi, je ne vois pas comment il peut aller contre ce que nous sommes en train de dire. Sauf si celui-là, on sait où il sort. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'il y a quand même des syndicats qui estiment que c'est aller trop vite en besoin et c'est trop dur pour l'instant de prendre ce type de décision, qu'il va falloir différer, tout au moins, qu'il va falloir envoyer un signal fort au gouvernement avant de pouvoir mettre votre menace de grève générale, vous l'avez dit, grève générale illimitée. Bon, je voudrais que vous m'aidiez un peu. Le signal fort qu'on doit mettre d'abord au gouvernement, c'est quoi?
Qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Par le passé, vous avez souvent eu des mouvements d'humeur, vous avez souvent des désaccords avec le gouvernement, mais vous êtes toujours arrivé, ces 2 dernières années notamment, à trouver un terrain d'entente avec le gouvernement au point de ne pas aller jusqu'à une grève. Comment ça s'est passé à l'époque? Mais si vous avez même la réponse même de nos problèmes, ça veut dire que le problème que nous avons posé, il faudrait qu'il y ait une entente entre nous et le gouvernement si nous baissons le prix du carburant. C'est de ça qu'il est question. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Comme quoi, par exemple? Vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas obtenu la baisse du coût du carburant, mais vous avez différé votre mot d'ordre de grève. Je peux vous dire que toute revendication que nous avons portée a toujours trouvé des solutions. Même si les solutions ne sont pas trouvées à 100%, c'est trouvé à peut-être 40 ou 50%. Il est bien vrai qu'il y a toujours des promesses que jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas réalisés, mais nous restons dans l'espoir que tôt ou tard, ces promesses pourront devenir des réalités. Avant le Covid-19, comment se portait le secteur des transports? Le secteur des transports, c'est un secteur très compliqué, je puis vous dire, parce que dans ce secteur des transports, on trouvait toutes les couches dedans. Nous trouvons de bonnes personnes, nous trouvons aussi des mauvaises personnes. Je ne peux pas vous dire que dans le secteur des transports, ça marche à 100% bien. Mais nous, les syndicalistes professionnels, nous faisons toujours l'effort. On amène tous les efforts pour que, en grande majorité, ça puisse vraiment ressembler à ce que nous attendons dans ce secteur. Il y a les transporteurs routiers, il y a le transport des usagers, il y a le transport interurbain, il y a le transport urbain. Dans le cas d'espèce, qui est le plus touché? Quel est le secteur qui est le plus touché? C'est le transport urbain et interurbain. Le transport interurbain et interurbain des personnes qui est tellement touché. Parce que à travers la marchandise, on ne peut pas attraper le coronavirus. Mais c'est à travers des personnes que nous pouvons attraper le coronavirus. C'est la raison pour laquelle ce secteur d'activité est le plus infecté. Et pour le cas d'espèce, est-ce que vous avez initié des sensibilisations dans les corridors, sur les autres axes routiers, ou alors c'est seulement dans les villes que vous sensibilisez vos syndiqués? Je puis vous dire, je vous ai dit que l'ensemble des syndicats qui ont signé cette préavis de grève ont une compétence nationale. Vous allez voir sur l'entête, c'est les présidents des syndicats nationaux des transports routiers du Cameroun. Ce qu'il veut dire, que ce soit à Kousséri, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Kiossi, que ce soit à Bertois, que ce soit partout, nous avons nos membres là-bas, nos présidents départementaux, nos présidents sectoriaux qui sont en train de sensibiliser. Et hormis de cela, même dans les entreprises, nous avons nos présidents qui nous représentent, nos délégués de personnel qui nous représentent dans les entreprises, qui facilitent la communication et la sensibilisation en ce qui concerne les activités du transport. Ce qui veut dire que dans les corridors où vous dites, il y a la sensibilisation, nous sommes sur le terrain, nous sommes à Yassa. Si vous arrivez à Yassa, vous allez nous voir. Si vous arrivez au parc de la Dibamba, nous sommes là pour sensibiliser. Nous sommes là pour sensibiliser. Donc, nous avons fait notre devoir et nous sommes en train de faire et nous continuerons à le faire. Il est question maintenant que l'État prenne sur lui ses responsabilités. C'est à l'État de prendre ses responsabilités au jour d'aujourd'hui, comme je vous dis. Alors, on s'achemine vers la fin de cette émission. Dans les 5 dernières minutes, je vais juste vous demander... est-ce que vous réitérez que lundi, le 6 avril, donc, il n'y a rien à faire, vous allez quitter les volants? Je peux vous dire avec détermination que si d'ici lundi, rien n'est fait, que ce soit nos membres du secteur de moto, que ce soit nos membres du secteur de taxi, que ce soit nos membres de minibus, que ce soit nos membres de bus, que ce soit nos membres de camions, il y aura un arrêt illimité dans ce secteur d'activité. Et donc, vous allez renvoyer tout le monde à la maison et finalement, il n'y aura plus de travail? Il n'y aura plus de travail parce que... Ou alors les syndicats qui, eux, n'ont pas appelé à la grève vont travailler?
Jusqu'ici, vous parlez des syndicats qui n'ont pas appelé à la grève. J'ai cru que vous deviez me citer l'exemple de quelques syndicats qui n'ont pas appelé à la grève. Parce que là, je ne partage pas avec vous qu'un syndicat n'est pas d'accord pour ce qui se passe dans le secteur de transport. Sauf si peut-être vous avez une preuve, vous le démontrez. Moi, je ne peux pas dire. Ce n'est pas la totalité des syndicats de votre secteur qui est représentée sur ce document que vous avez adressé au Premier ministre. Vous-même, vous l'avez dit en l'entame que ce n'est pas tout. Les syndicats, vous avez dit au moins la majorité a signé ce document. Je veux vous dire, avant de prendre les décisions, nous convoquons une réunion. On peut convoquer la réunion le jour où un syndicaliste ou le président de ce syndicat ou les responsables de ce syndicat sont empêchés. D'accord. Nous signons, mais on partage les mêmes envies avec eux. Ce qu'il veut dire que s'il y avait le contraire, vous savez, les choses ne se cachent pas. D'autres auraient déjà dû écrire au Premier ministre pour dire que non, nous ne partageons pas ce qu'ils sont en train de dire. Si jusqu'ici ils n'ont pas écrit, c'est pour vous dire que nous sommes ensemble tous pour un pour tous. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils attendent juste déjà, lors de la concertation de Yaoundé d'hier, est-ce que vous nous rassurez que tous les membres étaient présents? Je vous ai dit que lorsqu'on convoque une réunion, quelqu'un peut être empêché. La réunion ne s'est pas convoquée dans toutes les villes. D'une si grande importance, on envoie une procuration. Non, je veux vous dire, les syndicalistes ont une façon de partager une solidarité que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux ne pas être signataire de cette grève, mais dès que je vois la lettre, je m'aligne directement. Je partage ce qu'on dit, surtout lorsqu'il concerne, ça concerne notre secteur d'activité. Ça concerne notre secteur d'activité. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas fiers qu'il y ait un arrêt de travail. Parce qu'avec la guerre de Boko Haram, le problème du sud-ouest et du nord-ouest, nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait un arrêt de travail. Mais nous interpellons seulement l'État à comprendre que ne nous focalisons pas sur le coronavirus. On peut faire comme si on est en train d'éviter la mort dans le coronavirus, mais on crée d'autres morts de faim, qui sera même plus dangereux que le coronavirus. Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous profitez de la situation pour faire un peu de récupération autour de votre syndicat? Que j'ai de récupération. Pour pouvoir régler tous les problèmes du secteur des transports. Je pense que les revendications qu'on fait aujourd'hui, nous l'avons toujours fait. Exactement. Ce n'est pas une première fois qu'on fait des revendications. Ça aurait pu être fait après la pandémie, pas pendant la pandémie. C'est de ça je qu'on peux parle. vous dire que je suis à une semaine que je ne mets pas pied dans mes bureaux. Parce que mes bureaux là sont tellement fréquentés par nos membres. D'autres appels, si j'ouvre, vous allez voir les multiples appels. Par jour, je reçois au moins pas moins de 1500 coups de fil. Président, on nous demande de porter 2. Nous sommes d'accord, c'est la mort. Mais maintenant, la pompe reste le même, l'assurance reste le même, la vignette reste le même, les péages restent le même, le contrôle reste le même. On va faire comment? On les dit, s'il vous plaît. L'État a appelé. Respectons d'abord les prescriptions gouvernementales pour un temps. Si jusqu'à lundi, nous avons déjà respecté pendant 2 semaines ou plus, l'État voit que non, il faut que nous mourons de famine, on ne fait pas la guerre avec l'État. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec l'État. Nous sommes seulement là pour dire à nos membres que ne sortez pas tel jour. Peut-être sans sortir, l'État comprendra que nous sommes vraiment touchés à un certain niveau. Ce n'est pas nous n'appelons pas une guerre. Nous n'appelons pas peut-être à des manifestations publiques ou des casses et tout. Non. Celui qui va aller hors des prescriptions de notre lettre répondra à ce qu'il aurait occasionné. On demande à tout le monde de marquer un temps d'arrêt dans ce secteur d'activité et non créer le désordre. Donc pas de violence, pour rester à la maison, personne ne prend rester à la maison, personne ne prend le risque de démarrer sa moto, sont assis, juste pour que l'État comprenne que nous aussi, ça ne nous arrange pas. Mais la mort, nous sommes obligés de lutter que les gens ne meurent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour accompagner des mesures pour que nous respectons ces prescriptions? Parce que si on n'arrive pas à joindre les deux bouts, ça va nous amener à nous entêter, qui pourront toujours nous conduire à des pertes et non, parce que si certains de nous s'entête un peu, il sera sanctionné. Alors, si vous aviez les membres du gouvernement en face de vous, ils vous regardent, ils regardent la télévision, qu'est-ce que vous leur direz ce soir? Je dirais, parce que moi, il y a des membres du gouvernement qui nous écoutent et qui aiment travailler avec nous. Parce que c'est ceux-là qui aiment ce pays. Je puis vous dire ici que j'ai
le délégué général à la Sécurité nationale, Bargangele, qui est un père soucieux. Je suis sûr qu'il va un peu parler à certains. Et j'ai aussi le ministre Tangandia, c'est un ministre qui a réveillé le ministère de l'administration territoriale. C'est un ministère qu'on ne savait pas que le ministère existait. Mais depuis qu'il est arrivé à ce département, vraiment, je lui salue grandement. Il fait beaucoup de choses dont nous comptons sur des ministres comme ça là. Et je compte aussi sur Grégoire Ona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui peut faire quelque chose pour nous. Et je puisse aussi compter sur le ministre de la Santé publique. Il est bien vrai, ces services ne sont pas en train de bouger sur le terrain, mais on voit comment il se déploie, il fait des choses. Mais si ces délégués régionaux, ces délégués départementaux pouvaient copier l'exemple de leur ministre, peut-être qu'on ne serait pas à ce niveau. Alors, c'est une situation extrême, enfin c'est des revendications extrêmes. S'il fallait couper la poire en deux, trouver une position médiane entre la position du gouvernement et la vôtre, ça serait quoi? Pour le bien des Camerounais qui ont bien envie de continuer à prendre leur taxi et se déplacer par moto et avoir leur nous ne discutons rien. Nous ne discutons rien avec l'État. Il n'y a pas à nous mesurer avec l'État sur quoi que ce soit, non. Il n'y a pas à choisir entre la part de l'État et pour nous, non. Il y a à trouver une position médiane. La position médiane, il y a serait quoi? à trouver des voies et moyens pour trouver des solutions de suivi dans ce secteur d'activité. C'est de ça que nous... oui, c'est ça, c'est ce que je demande. Qu'est-ce que vous serez prêt à faire comme concession? Comme concession, je suis sûr. Je suis sûr. Par exemple, si vous obtenez les kits et que vous n'avez pas... J'ai cité même les membres du gouvernement et oublié... J'ai cité les membres du gouvernement et oublié même le patron même du gouvernement, qui est le Premier ministre. C'est un monsieur qui est à l'écoute, c'est un monsieur qui travaille. Je puisse vous rassurer que d'ici vendredi, vous allez entendre qu'il y a eu une réunion de dialogue pour trouver des solutions dans ce secteur d'activité organisé par le Premier ministre. Parce qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait un arrêt de travail d'ici lundi. Parce que nous sommes déterminés. Pas que les syndicalistes, mais les acteurs. Nos acteurs même sont déterminés que si rien n'est fait, que le syndicat parle ou pas, eux vont marquer un arrêt de travail. Et ce sera donc votre mot de fin. Merci, Monsieur le Président régional. Vous avez dit Président national adjoint. Et puis Président régional de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun. Nous allons suivre cela avec vous, puisque c'est dans le cours de l'actualité. Je voudrais que vous sortiez, que vous nous disiez un mot de ce coronavirus. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez sur le terrain sensibiliser les gens. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Est-ce que c'est seulement vos membres que vous sensibilisez ou alors c'est tout usager de la route que vous sensibilisez en appelant à l'application des mesures barrières contre le Covid? Oui, nous ne sensibilisons pas seulement nos membres. Parce que lorsqu'il s'agit de sensibiliser nos membres, on les invite peut-être dans nos bureaux. On a des séminaires de recyclage où on le fait, mais il est question que nous descendons dans les terminaux de voyageurs pour dire que même l'usager, même le simple passager doit bénéficier de ce que nous passons comme message. Nous conscientisons déjà nos membres de respecter les prescriptions gouvernementales qui sont en train de respecter jusqu'à nos jours. Mais nous comprenons que toute chose à un certain niveau déborde et la solution devient difficile à trouver. Il est question que ce membre, je leur interpelle, de respecter jusqu'à lundi. Et ceux qui ne respectent pas, vous leur faites quoi? Non, je vous ai dit, que nous sommes sur le terrain. Moi qui vous parle, je suis sur le terrain avec les commissaires. Je vous dis, voilà le commissaire central, Moumie Salifou, qui est là. Il a une équipe. Est-ce que vous avez sur le terrain avec les camarades? Je vais vous citer les syndicalistes. Moi, en tant que confédération, comment on a déployé les gens sur le terrain. Le central numéro 1, et là, avec mon secrétaire général, Kenkwando Mefero Nicodème Blaise, ils sont là pour sensibiliser et réprimer les délinquants. Vous allez voir le CC2, qui est le divisionnaire et sommet, qui est là avec le camarade Femba. Vous allez voir le central numéro 4, que moi-même je suis là avec lui sur le terrain. Vous-même, dans votre équipe, vous en avez sanctionné combien? Le central numéro 3, je fais avec 200. Vous en avez réprimé combien? On en a réprimé beaucoup. Si vous arrivez aujourd'hui à la fourrière de Bonabéry, vous allez voir plus de motos et les taxis que nous avons conduits en fourrière aujourd'hui.
parce qu'ils n'ont pas respecté les prescriptions gouvernementales. Nous avons sensibilisé, mais ceux qui ont voulu s'entêter, on leur a conduit en fourrière. De même que nous faisons avec Douala 5e, Douala 3e, Douala 2e, Douala 1er. Est-ce que vous avez le retour des autres régions en termes de taux de sensibilisation, en termes de ce qui a été délivré comme contravention vis-à-vis des contrevenants aux mesures gouvernementales? Est-ce que vous avez entendu parler de Bafoussam, de Yaoundé, de Garoua? Est-ce que là-bas, la situation est la même que vous décrivez ici? Je puis vous dire que Douala a été toujours un exemple dans toutes choses. Douala a été toujours l'exemple dans le secteur du transport. Nous avons commencé à Douala. Yaoundé est en train de faire la même chose. Je suis sûr que peut-être demain ou après-demain, Bafoussam va s'aligner d'autres régions. Et je suis sûr que dans la zone septentrionale, il y a le président Ibrahima Yaya, il y a le président Ndika qui sont déjà là-bas en train de travailler. Et à l'ouest, je suis originaire de l'ouest, mes régionaux sont déjà en train de préparer les campagnes de sensibilisation qui vont descendre sur le terrain pour conscientiser nos membres et sensibiliser aussi les usagers à cette pandémie. 209 cas donc de positifs au coronavirus. Les chiffres du ministre de la Santé viennent de tomber. C'est un peu plus que hier. On est déjà donc à la barre on est déjà à plus de 100 cas. Est-ce que cela ne vous interpelle pas sur la dangerosité et l'urgence d'agir autrement vis-à-vis de cette pandémie au Cameroun? Vous partagez avec moi que le nombre nous donne même déjà raison dans notre correspondance. Le nombre qui ne fait que s'accroître nous donne déjà raison. Ça nous donne déjà raison. Pourquoi? Parce que à 200, là, demain, nous serons à 500. Après, on va parler de 500 morts. Vous avez dit tantôt qu'il fallait laisser le temps à l'État de réfléchir. Le temps est ça paraît au plus urgent. Oui, l'État est en train de réfléchir pendant que les gens vont mourir. Se contaminer. Il y a les trucs urgents dans un État. Il y a les urgences dans un État. Que l'État ne doit pas attendre que les députés votent à l'Assemblée les décisions, que ceci et cela. Il y a une réunion que le président de la République ou le chef de gouvernement peut convoquer à toute urgence pour trouver des voies et moyens dans ce secteur, dans ce problème. Pourquoi d'autres pays ont déjà fait, pourquoi pas le Cameroun? Nous devons aussi être souvent l'exemple de beaucoup de choses. On ne doit pas toujours copier l'exemple d'ailleurs. Nous devons aussi souvent être l'exemple. Quand il y a un problème, nous engageons pour que ceux-là suivent aussi l'exemple chez nous. Et l'une des solutions, ce serait peut-être le confinement, arrêter les transports urbains et interurbains. C'est une solution qui vous arrangerait peut-être? Ça pourra nous arranger. Si l'État ne peut pas nous accompagner dans les actions que nous menons sur le terrain, je pense que ça pourra nous arranger. Parce que ça ne sert à rien de travailler et rentrer mourir de famine à la maison. Vous devez mieux rester à la maison que tout le monde comprenne que tu n'es pas en train de travailler. Merci donc Zachary Yamfam, président régional de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun, d'être passé par ici, nous expliquer vos motivations et je continue dans ce préavis de grève générale adressé à Monsieur le Premier ministre du Cameroun. Grève générale illimitée à compter du lundi 8 avril 2020 et nous allons donc suivre cela avec vous dans l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de rester en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Tout à l'heure, c'est le journal et vous aurez en invité Alain Blaise Batongué, le secrétaire exécutif du JICAM, qui parle déjà aussi des propositions du JICAM visant à adresser au gouvernement pour demander, entre autres, le soutien et d'autres mesures pour l'entreprise camerounaise globalement. C'est à suivre dans quelques instants sur Canada International. Bonsoir.